Comme je le disais dans un épisode précédent, cette nouvelle saison est basée sur l'inspiration. Tu découvriras quelques épisodes qui te donneront pas mal d'idées très intéressantes. Et pour commencer, je te propose de découvrir le Green Service Design qui a été conçu et développé par Florie Bugeaud-Raymond. Dans ce monde touché par le réchauffement climatique et les catastrophes naturelles, il était tout à fait normal de parler d'éco-conception, de services pour sensibiliser un maximum de designers. Bienvenue dans Design Plus. Savoir, c'est bien, tout savoir, c'est mieux. Avec Design Plus, je te propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont te permettre de développer tes connaissances et d'apprendre. Bonne écoute! Bonjour Florie, comment vas-tu? Bonjour Laurent, ça va super bien et toi? Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Florie, je suis designer de systèmes de services depuis pas loin de 15 ans et je suis la fondatrice de Biwo, qui est un organisme assez unique et pionnier sur les questions de stratégie et d'éco-design de services depuis grosso modo début 2021. D'accord, effectivement, on en reparlera un petit peu plus tard Ouais. dans l'interview. Alors, ce serait intéressant aussi de savoir pourquoi tu voulais aborder ce sujet et puis aussi de nous parler de ton parcours aussi, puisque ça influence beaucoup. Ouais, c'est pas rien de le dire. Mais en fait, je voulais vous parler de design de services éco-responsable, tout simplement parce que je trouve qu'on n'en parle pas encore assez. D'ailleurs, je te remercie pour cette opportunité parce que c'est vraiment une nouvelle occasion, de toucher un maximum la communauté du design et de parler de design de services Mhm. éco-responsables. C'est un sujet qui est encore, hyper émergent, assez nouveau dans les pratiques et pourtant, très honnêtement, il est temps que ce soit intégré dans les formations et puis dans nos pratiques et dans nos projets de conception ou de reconception de services. D'accord. Donc pour me présenter rapidement et vous présenter un petit peu mon parcours, donc je le disais, je suis designer de service depuis près de 15 ans, même si à l'époque, je le dis souvent, mais on parlait clairement pas de design de service. Je suis tombée dedans, si on peut dire ça comme ça, pendant ma thèse de doctorat, dont le sujet portait du coup sur la, modélisation des services et en gros sur la recherche d'opportunités business, au sein d'un opérateur télécom. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était sciences des services, qui était apparu un petit peu plus tôt aux États-Unis, à tout ce qui était aussi, approche systémique et pluridisciplinaire autour des services. Je me suis intéressée aussi aux travaux de Bruno Latour et à sa théorie de l'acteur réseau et donc pour faire court, parce que je pourrais y passer des heures, mais ces travaux de thèse, ils m'ont vraiment amenée à me poser des questions sur le concept de service en tant que système complexe et à l'envisager vraiment avec une approche un peu différente, multidimensionnelle, plus actentielle, plus dynamique. Donc, en gros, l'idée, d'un point de vue plus, pratique et moins, théorique, c'était vraiment d'aider, cet opérateur télécom à revoir un petit peu la définition de ce qu'on appelle un service et à trouver des moyens de modéliser ces services sous forme de réseaux un peu dynamiques pour les comprendre et pour identifier des opportunités pour créer, en fait, des nouveaux services. Donc depuis ce temps-là, en 15 ans, j'ai eu le temps de concevoir ou reconcevoir un certain nombre de services dans des contextes et dans des secteurs assez variés, aussi bien dans le tertiaire que dans l'industriel. Parfois en étant en interne et puis parfois en étant en externe, plutôt dans une logique, on va dire d'accompagnement à l'innovation par les services. Mais voilà, plus les années passaient, plus il y avait un espèce de gouffre, qui se créait entre mes valeurs et mon job. J'avais, dans ma vie pro, l'environnement, l'écologie, tous Mm. ces enjeux-là qui commençaient à prendre de plus en plus de place et c'est à ce moment-là que j'ai bifurqué. D'accord, ok. D'accord. Et peut-être qu'il faudrait que je souligne aussi à nos auditrices et auditeurs que on a découpé un petit peu l'interview dans plusieurs parties. Alors dans cette partie, effectivement, tu venais de te présenter. Ensuite, on va parler effectivement de Green Service Design. Dans une
autre partie, on va aborder effectivement toute la partie formation. On va parler aussi de bio et également de ton livre. Et puis, dans une dernière partie, je te donnerai je te laisserai, pardon, la conclusion. Alors, effectivement, dans cette seconde partie, on va aborder le cœur du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est que finalement le Green Service Design, comme toi tu l'as appelé, et comment t'es arrivé dans l'environnement, dans l'écologie. Bref, comment t'en es arrivé là, quoi. Ouais, alors c'est le résultat d'un certain nombre d'années de réflexion, mais il y a un chiffre clé intéressant que je voulais vous partager. C'est, une étude de la Commission européenne que j'ai découvert en 2020 en faisant justement pas mal de recherches sur ces sujets-là, sur tout ce qui était éco-conception. Et cette étude de la Commission européenne, elle nous dit que 80% des impacts d'un produit ou d'un service sont détectables dès la phase de conception. Donc forcément, moi, en tant que designer, je me suis sentie touchée et responsable de ces 80% d'impact, et je me suis rendu compte que finalement, ça faisait des années que je faisais de la conception et que donc j'avais généré moi-même et sans le vouloir, en tout cas pas de manière consciente, des impacts. Donc en fait, le gouffre dont je parlais tout à l'heure entre mes valeurs et mon job, il s'est un peu plus élargi. Après, tout ce qui va être autour de la compréhension de la dynamique des services et puis la prise en compte des humains, mais aussi du non-humain, tout ça, ça me passionnait déjà à l'époque de ma thèse. D'accord. Donc ça fait un certain nombre d'années maintenant. Mais voilà, j'ai passé aussi des années à faire du design de service un peu classique, tout simplement parce que on est pris par le quotidien, on est pris par les priorités de notre employeur, de nos clients. Donc j'ai un peu laissé ces réflexions-là de côté pendant pas mal d'années. Et puis, pour tout te dire, il y a 8 ans, je suis devenue maman. Et tout est revenu à la surface de manière assez forte. Je le raconte souvent, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis remise à tout questionner, à douter de tout, parce qu'on commence à se demander qu'est-ce qu'on va donner à manger à son enfant. On veut qu'il ait un environnement le plus sain possible. On se demande l'intérêt d'acheter des vêtements neufs alors qu'il va les porter 2 semaines et qu'après ce sera trop petit. Enfin, il y a plein de questions en fait qui émergent à ce moment-là, et donc forcément en parallèle de ça, je me suis de plus en plus interrogée sur mon rôle en tant que conceptrice, en étant à l'origine de produits, de services, d'éléments numériques, qui avaient des impacts forcément, hein, même si je les connaissais pas par cœur, c'était une évidence. Par exemple, j'ai créé, un service d'aide à la maintenance de moteurs d'avion à distance. Bon, je te laisse imaginer les probables impacts que ça a. J'ai pas fait les calculs, mais ça doit pas être joli. Ouais. Et donc forcément, je me suis dit: «Mais finalement, quel est le sens de mon métier de designer de service si je participe à ça?» Absolument. Donc, et quel est mon rôle? Quelle est ma responsabilité, en tant que designer? Donc voilà, donc toutes ces questions-là ont fait un petit peu leur chemin. Et je me suis vraiment remise à faire des recherches sur tout ça. Je me suis rendue compte, qu'il y avait une vraie, croyance autour des services, de leur intangibilité. On lit et on entend souvent: «Oh, les services, ça a pas d'impact, c'est intangible. Les services numériques, c'est dans le cloud, c'est bon, on est sauvés». Or c'est pas le cas du tout, c'est complètement faux. Et quand on ouvre et qu'on utilise un compte à la banque, ça a des impacts. Quand on loue et qu'on passe des vacances dans un logement, ça a des impacts. Quand on va chez le coiffeur, quand on réserve un taxi, quand on va faire réparer son frigo, enfin peu importe le type de service qu'on utilise, ça a forcément des impacts sur nos écosystèmes. Et je me suis rendu compte du coup, je me suis intéressée plutôt à toutes les démarches d'éco-conception en me disant: «Il doit y avoir là du coup, des solutions à mes questions». Et finalement, je me suis rendu compte que les démarches d'éco-conception existantes depuis, quelques décennies, elles sont très centrées sur le produit, au sens du bien tangible. Elles s'intéressent pas spécialement à l'ensemble du service. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un peu dérangée. Je me suis aussi formée, au design circulaire en faisant un petit peu le même genre de constat. Alors qu'on a la chance en design de service d'avoir une approche, qui est multidimensionnelle, où on va travailler aussi bien sur, le spatio-temporel, que le physique, que l'émotionnel, que l'économique. Mais on n'intègre pas la dimension environnementale. Ou en tout cas, c'est très rare, et j'ai rarement, voire jamais vu, des projets qui intégraient, les externalités des services. Donc après tous ces constats, je me suis un peu donné la mission, entre autres choses, de diffuser ce message: les services ont des impacts. Il faut les éco-concevoir, de sensibiliser, mes pairs, comme on est en train de le faire, aujourd'hui grâce à toi. Et puis, du coup, d'accompagner en fait, une transformation, vers des stratégies servicielles durables et vers des offres de services, les plus éco-responsables possibles. Pour éviter que justement ce soit pris uniquement par le prisme de l'objet,
C'est-à-dire, j'ai un service, par exemple, un service de formation, par exemple, une offre de formation. Au lieu de penser à l'éco-conception de l'ensemble de l'offre, on va regarder si la table et la chaise ont été éco-conçues, par exemple. Ça ne veut pas Mmh. dire que l'ensemble du service sera éco-conçu. Et je pense vraiment aujourd'hui qu'en tant que designer, on a une vraie responsabilité là-dessus. Il faut concevoir autrement. Il faut revoir nos pratiques. Il faut réinventer, enfin modifier et réinventer des méthodes, pour réussir à faire ça. D'accord, ok. Par rapport à ta dernière question, Florie, il y a une question qui m'interpelle et que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu penses que les designers aujourd'hui, actuellement, se posent vraiment la question de connaître ou de savoir, de connaître leur impact sur de leur conception en fait? Beh, je pense que c'est en route en tout cas. Je pense pas qu'on soit 100 à se poser ce genre de questions, mais j'ai l'occasion dans des conférences, de croiser pas mal de designers. J'en ai aussi beaucoup qui me Mmh. contactent directement par LinkedIn en particulier ou par le site de Biwo D'accord. pour me poser des questions parce qu'en fait, il y a une forte sensibilité chez beaucoup. Donc ils en sont pas forcément à mesurer leurs propres impacts ou à vraiment, bifurquer complètement dans leurs pratiques, mais il y a une vraie sensibilité qui s'installe. Et peu importe la génération, parce qu'on parle souvent des jeunes, des sorties d'école et cetera, mais en vrai, il y a vraiment pas d'âge, Oui, je pense aussi, hein. pour, Mmh. s'intéresser à ça et pour chercher du sens, dans son job. Donc voilà, je pense qu'on est au début de quelque chose, il y a des communautés qui sont plus avancées que d'autres. Design produit est très avancé sur l'éco-conception. Tout ce qui va être, design, plutôt, de service, mais vraiment très numérique, donc sur l'aspect vraiment numérique responsable, on a la chance en France d'avoir une communauté, hyper forte là-dessus. Mmh. Maintenant, il n'y a plus qu'à, entre guillemets, se lancer sur l'aspect aussi alors UX, ça commence, mais on peut aller beaucoup plus loin et puis surtout sur l'aspect service, vraiment regarder ces services de bout en bout en essayant de les rendre les plus, vertueux possibles. D'accord. Et est-ce que tu penses que, par exemple, il y a certains pays ou certaines régions du monde qui sont plus avancés sur le sujet que d'autres? Bah, globalement, sur la question de la responsabilité ou du, design pour la planète, on ne me voit pas, mais je mets des gros guillemets, design pour la planète, design pour le vivant, il y a vraiment Mmh. beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Il y a une vraie dynamique de fond. Il y en a un peu partout en Europe, essentiellement, Europe du Nord, beaucoup, Mmh. en Allemagne aussi. Donc, il se passe quelque chose, il y a une dynamique de fond, mais qui est, soit très centrée sur le numérique, soit carrément de très haut niveau, en remettant en cause, du coup, les fondements même, en fait, du design pour aller vers un design orienté vivant, planète, et cetera. Donc, oui, oui, ça évolue vraiment à grande vitesse et il faut absolument qu'on prenne le train en marche et qu'on soit assez aussi, proactif sur la question, quoi. D'accord. Donc la question suivante, Florie, c'est est-ce que le green service design finalement fait appel à l'éco-conception, au design circulaire? Ouais, tout à fait. Bah, pour commencer, je pense que ça pourrait être intéressant que je vous partage un peu ma définition de ces 2 approches, donc l'éco-conception et le design circulaire. Absolument. Donc, l'éco-conception, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est vraiment une méthode d'ingénierie. Elle est, «vieille» entre guillemets puisqu'elle date des années 90, donc ça fait un petit moment que ça existe et qu'on l'éprouve. Et en fait, l'idée, c'est d'intégrer les aspects environnementaux, dès la phase de conception et de développement des produits. Et ça, tout au long de ce qu'on appelle leur cycle de vie, donc de leur conception à leur fin de vie. Mais c'est quand même une vision qui est très ingé des choses, un peu systémique certes, mais par contre pas multidimensionnelle et surtout, relativement éloignée de notre approche en tant que designer, qui est une approche plutôt centrée sur l'humain. Là, on est vraiment centré sur l'objet, le produit et on va le décortiquer tout au long de son cycle de vie. Le design circulaire, c'est autre chose. C'est une démarche qui est beaucoup plus récente, qui est née, globalement vers les années en 2017 et qui est issue de la collaboration entre IDEO d'une part et puis la fondation Ellen MacArthur, très impliquée sur, l'économie circulaire. Et ce qu'ils ont fait, c'est que finalement, ils ont pris, le design thinking d'un côté, l'économie circulaire de l'autre, ils ont tout mis dans un checker, ils ont secoué très fort. Donc l'idée, c'est d'avoir une démarche de design qui va vraiment considérer les besoins, les priorités de la planète, au même titre que ceux des humains, ce qui est déjà une avancée assez considérable par rapport à ce qu'on peut faire de manière, classique. Donc du coup, je me suis, formée à ces 2 approches. D'accord. J'étais, hyper contente, hyper excitée parce que j'apprenais de nouvelles choses, et c'est toujours hyper intéressant. Les designers, on est curieux, Ouais. donc c'était très chouette. Mais assez rapidement, je me suis retrouvée un petit peu frustrée parce qu'à chaque fois que je voyais ces démarches appliquées, je les voyais appliquées à du produit tangible. À des chaises, à du verre, à des voitures, à des bouteilles, à tout ce qu'on veut, mais pas à du service.
Donc j'ai fini par me poser des questions en fait sur l'applicabilité finalement de ces approches, à des services, à des systèmes de services beaucoup plus complexes. Et je me suis rendu compte que, ça marchait pas super bien, et qu'on avait tendance à un peu rentrer au chausse-pied, des services dans des outils qui étaient plutôt faits et bien pensés pour des produits tangibles. Peut-être un petit aparté aussi, on a 3 autres approches, qui sont récentes et que, nos auditeurs et auditrices, connaissent peut-être, donc c'est bien de les repositionner aussi. Il y a tout ce qui va être, éco-conception, numérique. Donc là, l'idée, c'est d'appliquer, en fait, les principes de l'éco-conception, un peu classique sur les produits, mais au numérique. Donc le réseau, le matériel, l'informatique, les logiciels, enfin tout ça, D'accord. et au web. Donc l'idée étant de réduire l'impact environnemental, des services numériques, pour le coup, qu'on utilise, mais vraiment sur le point de contact numérique. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de guides, beaucoup d'ouvrages. On a une communauté hyper active, comme je le disais, en France, donc il y a plein de choses hyper intéressantes. D'accord. On parle aussi pas mal de Green UX depuis quelque temps. Donc là, c'est pareil, on va emprunter un petit bout, de la logique d'éco-conception web et numérique, un petit bout du UX pour essayer finalement, d'avoir des points de contact, digitaux qui vont être, moins impactants et avoir globalement une expérience utilisateur qui soit la plus simple et la plus sobre, possible. Donc on voit qu'aujourd'hui, on a pas mal de démarches clés en fait qui adressent une partie des services sous des prismes différents, mais qui les adressent pas dans son ensemble. Donc l'idée, c'est vraiment de remonter en abstraction avec, Green Service Design, de se positionner sur les systèmes de services dans leur ensemble, de bout en bout, sous toutes leurs couches, toutes leurs dimensions, pour pouvoir du coup les éco-concevoir complètement. Et donc la question qu'on va se poser, c'est pas comment je vais éco-concevoir par exemple l'appli ou le site internet, de mon voyagiste, d'un hôtel, d'un restaurant ou d'un industriel qui propose aussi des services. C'est plutôt de se dire comment je vais éco-concevoir globalement toute l'offre d'hôtellerie, toute l'offre du restaurant, toute l'offre du voyagiste, et pas uniquement, les meubles d'un côté, par exemple, avec l'éco-conception de produits et puis le service de l'autre côté, le site internet, pardon, de l'autre côté avec, de l'éco-conception web ou numérique. Mmh. Donc, là, vraiment, on va s'interroger sur, Une démarche globale. ça Mmh. veut dire quoi, ouais, exactement, c'est ça, c'est une démarche globale et comment on va pouvoir éco-concevoir un service, complet, et pas uniquement un bout de ce Mmh mh. service. Et c'est ce que peut-être c'est ce que font un petit peu les sociétés aujourd'hui, c'est que ou les je sais pas l'ensemble des sociétés ou des entreprises petites, moyennes ou grandes. C'est peut-être que c'est juste une démarche comment dire très active certes, mais peut-être de la part d'une seule ou de deux personnes juste sur un produit ou un service, pas un service, mais juste sur un produit, sur une offre particulière, mais pas sur l'ensemble, quoi, par exemple. Ouais, c'est ça exactement, mais c'est assez logique, en fait, quand on regarde de près parce qu'aujourd'hui, on n'a pas justement, enfin, on n'avait pas jusqu'à présent, une démarche comme ça, plus macro et plus bout en bout. Donc, le réflexe, c'est un peu d'aller vers des choses qui existent et quand on veut éco-concevoir un service, qu'on soit un assureur, un loueur de voitures, ou peu importe, on va un peu de manière assez naturelle, en fait, on va se focaliser sur un élément qu'on maîtrise et cet élément qu'on maîtrise, ça va être la voiture, ça va être, un petit bout avec un site internet, une application, juste peut-être le format du contrat de l'assureur, par exemple. On va peut-être s'interroger sur est-ce que je le fais en papier ou en numérique, et cetera. Mais parce que voilà, ça n'existait pas et déjà il faut avoir conscience que le design de service, dans sa comment dire? Dans son approche la plus systémique possible, elle a encore du mal à se diffuser. Donc déjà ça, c'est difficile. Faire comprendre qu'un service, c'est un système complexe et qu'il faut l'adresser dans son ensemble. Donc en plus, on dit: «Bah, alors maintenant, il va falloir éco-designer les services». C'est encore plus compliqué. Donc le réflexe d'aller naturellement vers quelque chose qu'on maîtrise, c'est assez logique et c'est pour ça, du coup, qu'il faut vraiment diffuser, une démarche qui soit plus globale. Ouais, d'accord. Et est-ce que le service design peut intégrer l'éco-responsabilité alors du coup? Alors, oui, en fait, ce qui est intéressant avec le design de service, je le disais tout à l'heure, c'est que c'est naturellement multidimensionnel. Mais quand on l'applique, correctement, parce que je vais pas me faire des copains, mais c'est assez rare encore en France, d'avoir, du design de service, qui comment dire? Repart des fondements même du design de service et qui ont cette approche, systémique et multidimensionnelle. Mais quand c'est bien fait, du coup, en fait, il y a pas de raison que parmi toutes les dimensions qu'on analyse, on n'analyse pas la dimension environnementale. On le faisait pas jusqu'à présent, mais après tout, pourquoi pas? Simplement, je pense qu'il faut aller au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il suffit pas de dire: «Je vais rajouter une dimension»,
Donc je regardais, comme je le disais, la partie spatio-temporelle de mon service, les émotions qu'il va provoquer, le modèle économique qui va derrière, à quoi il va ressembler, qu'est-ce qu'on va faire vivre à mon client, etc. Quels sont les points de contact physiques et digitaux. Et puis, un peu comme la cherry on the cake, quoi, à la fin, tiens, oui, il y a la dimension environnementale, qu'est-ce qu'on en fait? Donc pour moi, c'est pas une dimension supplémentaire comme les autres. C'est un peu la méga dimension qui doit driver complètement notre conception. C'est pour ça que j'ai réfléchi à des modèles justement qui rediscutent de nos fondements pour que cette méga dimension, elle soit vraiment présente en permanence pendant tout le projet de conception. Donc voilà, un service éco-responsable, c'est vraiment un service qui prend en compte tous ces enjeux, pas que environnementaux d'ailleurs. Faut aller vers plus d'éthique globale, donc ça va être aussi social, sociétal. L'idée, c'est d'apporter de la valeur aux humains, bien évidemment. Hein, je dis pas qu'il faut arrêter d'être anthropocentré, je dis qu'il faut être moins anthropocentré. Il faut leur proposer des expériences, bien évidemment, qui répondent à des vrais besoins. D'ailleurs, c'est aussi toute une discussion, c'est quoi un vrai besoin? Mais par contre, il faut le faire en limitant au maximum les impacts, les externalités sur l'environnement, voire aller jusqu'à, et j'espère qu'on y arrivera, à des services qui carrément ont des impacts même positifs et régénératifs sur l'environnement. Ça, c'est un peu le step d'après, quoi. Mais voilà, il faut nécessairement une démarche du coup qui va un peu entremêler tout ça, du design centré humain, de l'éco-conception un peu classique, de l'éco-conception numérique, du design circulaire, de la systémie, et c'est le résultat de tout ça en fait qui fait qu'on peut obtenir une démarche de design de service évoluée qui nous permettra de faire des services les plus responsables possibles. D'accord. Je crois que c'est toi qui est à l'origine de ce mot de Green Service Design. Hein. Ouais, tout à fait. Alors après, c'est pas hyper original d'avoir rajouté Green devant Service Design. En fait, la question s'est posée pas forcément au fur et à mesure où je travaillais sur la démarche, parce que je m'interrogeais pas encore à ce moment-là sur le fait de lui donner un nom. La question s'est vraiment posée, et on va y revenir quand j'ai écrit le livre, où là, c'était important de mettre un nom sur cette démarche. Donc pour tout te dire, je me suis vraiment posé des questions parce que le côté green, parfois, c'est un peu galvaudé, soit galvaudé, soit pris un peu en mode greenwashing. Donc et en même temps, je trouvais pas de meilleure appellation pour dire qu'on passait d'un service design classique, comme tu disais tout à l'heure, à une démarche plus green, quoi, tout simplement. D'accord. Ce serait peut-être intéressant pour nos auditrices et auditeurs que tu puisses nous donner un exemple sur cette démarche, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Alors, il y a un exemple que j'aime beaucoup. J'ai travaillé avec une TPE bretonne qui s'appelle les Conciergeries Rennaises, et dont le métier du coup est de proposer, de mettre en place et de faire fonctionner des conciergeries en entreprise. Donc une fois que ces conciergeries elles sont mises en place, en gros il y a un concierge qui va proposer et gérer un portefeuille de prestations avec des prestataires dédiés. Donc ça peut être le pressing, le cordonnier, des agriculteurs, la partie lavage voiture, enfin etc. Et en fait cette entreprise là du coup avait vraiment déjà une vision hyper humaine et locale, une vraie conscience du territoire dans son métier, dans son activité, mais avait bien conscience quand même que ça restait une activité qui reposait sur du déplacement, sur pas mal de déplacements physiques, sur forcément de la consommation de matières premières, il y a de l'eau, il y a de l'énergie, etc. Donc le dirigeant de cette entreprise et toute son équipe, ils ont commencé à mettre en place des actions, donc au niveau de l'organisation elle-même, un peu en mode volet interne de la RSE. Donc faire attention à des achats responsables, faire attention au tri, des choses comme ça. Mais ils ont vraiment voulu aller beaucoup plus loin dans l'alignement finalement entre leurs valeurs et puis le concept de conciergerie qu'ils proposaient. Et donc ils ont eu envie de se repositionner sur un concept d'éco-conciergerie. D'accord. Donc en fait, ensemble, on a complètement modélisé leur offre de service sous différents angles, celui d'expérience, celui du cycle de vie, etc. Et ça nous a aidé du coup à identifier les différents impacts de cette activité, à les analyser, à les prioriser pour ensuite pouvoir se donner du coup une espèce de feuille de route pour la suite. Donc il y a eu un certain nombre on a identifié un certain nombre de défis à relever pour cette petite TPE, aussi bien d'un point de vue expérience client que technique, que économique, que environnemental, donc sur vraiment plein de dimensions là aussi. Et dans les premières actions qui ont été mises en place, la TPE a pu déjà optimiser ses trajets, parce qu'elle s'est rendue compte que le concierge avait tendance à faire d'un point A à un point B à un point C, en repassant par le point A et puis le point D, enfin bref. Donc ils ont déjà eu une première action d'optimisation des trajets qui a nettement réduit du coup leurs impacts. Une réflexion aussi sur la question de la mobilité douce. Comment on fait ces déplacements?
de manière plus responsable. Ils ont complètement repensé l'expérience proposée et puis on a travaillé sur une espèce de grille d'éco-sélection de leurs prestataires. Parce qu'il y a aussi une notion importante aussi, surtout dans des services un peu complexes et multipartenaires, c'est que il faut voir aussi jusqu'où on a de l'influence pour réduire les Mmh. impacts de Mmh, son mmh, offre. mmh. Or là, on parle d'une entreprise qui propose en fait l'accès à d'autres prestataires. Donc on peut revoir complètement l'offre et tendre vers une éco-conciergerie. Mais si le pressing, le cordonnier, etc., eux, sont pas dans cette démarche-là, au fond, on fait face à un mur et on peut pas vraiment dire qu'on est une éco-conciergerie, même si on a, nous, en interne, optimisé des choses, etc. Donc là, cette grille d'éco-sélection, elle leur permet actuellement, du coup, déjà de faire un point sur où en sont justement leurs prestataires, leurs partenaires, en termes d'éco-responsabilité, et de soit leur proposer de les accompagner pour qu'ensemble, du coup, ils soient dans cette dynamique et qu'ils empruntent vraiment le même chemin, soit du coup prendre des décisions qui peuvent être jusqu'à de la renonciation à un prestataire parce que il n'est pas dans cette optique-là et donc ils vont plutôt aller chercher un prestataire, un partenaire qui sera dans une logique plus vertueuse. Donc ça, c'est un exemple intéressant, je trouve. D'accord. Et cette entreprise, quand est-ce que tu es intervenu? Est-ce que ils ont toujours cette démarche qui est en cours aujourd'hui? Oui, ouais, ouais, c'est toujours en cours. En fait, sur la partie éco-sélection de leurs partenaires, c'est un travail de longue haleine Mmh. parce qu'ils ont quand même un portefeuille de prestations qui est assez important. Donc, il faut aller les voir un par un, voir avec eux où ils en sont, comment on va pouvoir les aider à évoluer, etc. Donc c'est un travail qui est toujours en cours et qui probablement de toute façon va être de longue haleine quoi qu'il en soit, puisque sur des projets d'éco-design de service, comme sur beaucoup de projets de ce type-là, on va être vraiment sur de l'amélioration continue. Donc on va essayer de faire mieux et de réduire les impacts une première fois, Mmh. et puis on va continuer à retravailler le modèle, à réétudier les impacts pour pouvoir petit à petit finalement faire de mieux en mieux et avoir de moins en moins d'impact. Donc ça reste un travail quand même de longue haleine. D'accord. Et est-ce que pour eux, je pense que tout le monde se pose la question, est-ce qu'il y a aussi peut-être un surcoût financier ou comment dire, un surcoût humain aussi, peut-être même fonctionnel ou mécanique ou je sais pas? C'est une question, tu as raison, c'est une question qu'on me pose très souvent, la question, du coût et la question du timing aussi d'ailleurs. Ouais. Mmh. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus en fait, la question du coût, ça dépend où on en est un petit peu du projet. C'est-à-dire que, si on décide, dès le départ, dès l'amont du projet de se dire: «On va être dans cette logique-là et on va avoir des critères clés sur la partie environnementale», alors de fait, on va intégrer déjà à notre projet, au processus qu'on va mettre en place, aux compétences dont on va avoir besoin, au planning qu'on va se donner. On va déjà intégrer ces éléments-là. Donc il y aura pas de surcoût supplémentaire par rapport à un projet, de design de service un petit peu classique. La seule chose, c'est qu'on aura besoin d'avoir une équipe un minimum formée, en fait, à ces éléments-là. Mais c'est tout, quelque part. Ça change pas fondamentalement sinon le déroulé. Ensuite, pour des projets qui sont, plutôt déjà établis, déjà en cours, c'est vrai que ça peut devenir compliqué si au milieu ou à la fin d'un projet, on se dit: «Zut, on n'a pas pensé à la partie environnementale. Comment on fait?» Donc s'il faut revenir un peu en arrière et redétricoter, pour aller voir un peu les impacts et minimiser, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui n'était pas prévu à l'avance dans le budget Mmh. et dans le planning. Donc forcément, ça va représenter du temps et de l'argent, supplémentaires. Là, dans l'exemple que je donnais, forcément, ça représente un coût pour l'entreprise qui est déjà bien en place, qui fonctionne déjà bien, mais en même temps, c'est volontaire. C'est-à-dire qu'ils ont fait le pari, ils ont vraiment, décidé de s'aligner avec eux-mêmes, avec leurs valeurs, donc ils ont décidé d'y mettre un peu de temps et un peu d'argent. Donc ça s'est passé par, voilà, mon accompagnement, par une personne en interne, qui, a pris en charge ce sujet-là. Donc ça nécessite un peu de ressources, un peu de budget, et après on fait, comme je le disais, en amélioration continue. Donc l'objectif est pas non plus d'y passer des mois, des années et des millions d'euros, mais plutôt de faire un premier pas vers l'éco-conception et puis après, une fois qu'on a le doigt dans l'engrenage et d'améliorer, de plus en plus, D'accord. quoi. Et Mais ça ouais, j'allais oui, juste te dire, ça concerne aussi, aussi bien les acteurs du tertiaire que les industriels. Parce que c'est une question qu'on me pose aussi souvent en parallèle de celle du coût et du temps. d'accord. On me dit souvent, bah, du coup, c'est pour les banques, les assurances, les services à la personne, le monde du conseil et puis voilà. Faut avoir conscience que c'est vrai, mais chez les industriels aussi, il y a beaucoup de services. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs industriels qui proposent des services additionnels ou qui même ont complètement ou sont en train de bifurquer vers un modèle économique plus serviciel, type économie de la fonctionnalité, et cetera, où on va plutôt prôner, la vente de l'usage
d'un bien et donc quelque part du service, plutôt que le produit lui-même. Donc, il faut avoir conscience aussi qu'on s'adresse un peu à ces deux types de secteurs. D'accord. Et à quelle société tu penses quand tu parles de sociétés qui se transforment en ce moment? Il y en a pas mal en fait, que ce soit, dans l'aéronautique justement où j'ai passé quelques années, qui, vraiment s'est posé ces questions-là d'avoir des modèles plutôt, à l'usage. Mmh. Après en France, on a un précurseur, et un exemple qui est très souvent donné, c'est Michelin, qui fait partie des premiers à ne plus vendre des pneus tout court, mais à les vendre à l'usage, donc soit, au kilomètre parcouru, soit à la tonne, transportée. Donc c'est des modèles qui sont assez, comment dire? Disruptifs quoi, quelque part, parce qu'il faut repenser complètement, son organisation, ses processus, et même ses compétences en interne pour être capable de délivrer, du coup, un service, d'accès à ce produit-là, de maintenance, de réparation, et cetera. Donc ça pose pas mal de questions. Après il y a un autre acteur que j'aime bien et que je suis beaucoup comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, en tant que designer, c'est Decathlon. Mmh. Decathlon qui est vraiment reconnu pour, ses ambitions et son travail en matière d'éco-conception de produits, pour le coup, de biens tangibles, et on voit que, depuis quelques années, ils passent de plus en plus au service. Donc ils sont plus uniquement, concepteurs, fabricants et distributeurs de produits. Ils se sont mis à faire de la location de vélos ou de tout autre produit phare de Decathlon. Ils se sont mis à réfléchir à finalement, notre but, c'est de promouvoir le sport et la santé des gens. Donc comment on peut accompagner la question d'une meilleure santé grâce au sport? Donc ils ont vraiment cette logique-là. Pour autant, est-ce qu'ils ont éco-conçu ces services-là et pas uniquement les produits qui sont dessous? C'est pas si évident que ça et c'est pas communiqué. Mais c'est vrai que, si on se pose la question, par exemple, de louer un vélo, à un fournisseur comme Decathlon ou même entre particuliers, parce que Decathlon pourrait être une plateforme d'intermédiation aussi entre particuliers qui ont acheté des vélos Decathlon. C'est quand même c'est quand même très différent de se dire: «Je vais éco-concevoir l'ensemble du service de location de vélo», qui implique plein de choses, que de dire: «J'ai éco-conçu le vélo en lui-même». Mmh, mmh, mmh. Donc ça, c'est aussi un exemple qui me paraît, intéressant et c'est vrai pour du transport, c'est vrai pour de l'assurance. La question, c'est vraiment, heu, qu'est-ce qui se passe de bout en bout? Quelles sont les données qui sont générées? Quels sont les objets, les points de contact digitaux, physiques qui vont être utilisés? Enfin, il y a vraiment moult choses à regarder, si on veut vraiment être vertueux de bout en bout. Est-ce que tu peux nous, pour aller encore plus loin, est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche, ton process, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors, globalement, je l'ai dit tout à l'heure, mais Green Service Design, c'est un mélange de design centré humain, d'éco-conception de produits, d'éco-conception numérique, de design circulaire. Mais c'est une approche du coup qui est profondément systémique, déjà, ça c'est important. Systémique et actentielle, au sens où on va pas prendre en compte que l'humain en tant qu'acteur d'un service, mais on va vraiment prendre en compte, l'ensemble du vivant, l'ensemble des éléments en fait hétérogènes, qui vont participer à ce service. Donc ça veut dire que si on bascule en fait vers ce genre de démarche, il faut vraiment modifier les fondements, du design de service. Il faut mettre en doute le besoin du client ou de l'utilisateur dès le départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des démarches où on se dit: «On va chercher les besoins et les opportunités auprès des clients utilisateurs» et puis D'accord. que ce besoin soit quelque part, fondamental et justifié ou pas, on le fait. Et donc, on en est arrivé, aussi à des pratiques où on a fait un peu des services dans tous les sens, pour faire joli, pour faire plaisir et pas forcément, qui répondent à des besoins fondamentaux. Donc il y a déjà dès le départ de la démarche, dès qu'on se pose la question du besoin, il faut vraiment insister là-dessus en se disant: «Est-ce que le besoin, il est fondamental? S'il l'est pas, je gratte un peu, est-ce que je trouve un besoin fondamental là-dessous ou pas?» Et si c'est ou pas, il faut apprendre en tant que designer à dire: «Bah non, en fait, il y a pas de besoin, donc je vous ferai pas le service que vous attendez». Voilà, pour moi, il y a pas de besoin, il y a pas de concept et ça sert à rien de le faire, on va générer des impacts pour pas grand-chose. Donc ça, c'est déjà un premier point. Après, il faut du coup, qu'on apprenne, et qu'on ait le réflexe d'avoir du coup ces questions environnementales en tête à chaque étape de la conception ou de la reconception d'un service. Ça veut dire déjà, là aussi en amont du projet, en amont du processus, de vérifier les sensibilités des parties prenantes. Parce que si on a en face de nous un client, un directeur ou même une équipe qui est pas sensible à ça, ou qui est tout simplement pas formée à ça, ça peut être beaucoup plus compliqué de dire et de pousser des concepts, éco-responsables. Ouais. Ensuite, une fois qu'on a Ouais. ouais, D'ailleurs, dis-moi? qui est-ce qui fait appel à toi? Est-ce que ce sont plus des dirigeants d'une entreprise ou un responsable de RSE? C'est qui?
Bah, c'est assez varié pour le moment, à vrai dire. En fait, sur les plus petites structures, ça peut être assez facilement, effectivement, le dirigeant de l'entreprise Mmh. qui a une vision pour son entreprise, qui veut aussi assurer, la pérennité de son entreprise dans les années à venir. Parce qu'il y D'accord. a aussi une vraie question là-dessus de risque, en fait, pour la pérennité des entreprises et des emplois. Mmh. Et ça peut être dans des structures un peu plus grosses, effectivement, la direction RSE, la direction innovation, les équipes de design. Où là, on va avoir, si c'est des équipes de design, une logique plutôt d'expertise et d'appui pour la montée en compétences qu'un accompagnement où là, je vais carrément piloter le projet. Donc c'est assez varié et c'est intéressant de voir du coup justement quelle est cette sensibilité. Comme je le disais, parce que ça te permet de voir aussi jusqu'où tu vas pouvoir pousser le curseur et profiter finalement de ce projet pour passer des messages, montrer qu'on peut être plus vertueux à chaque étape, quoi. D'accord, OK. Donc sur les étapes suivantes, l'idée c'est pour répondre donc à un besoin fondamental ou à une problématique vraiment clé, d'imaginer des concepts qui vont être vertueux et des scénarios, des points de contact qui vont être aussi responsables, un modèle économique qui va être globalement plus éthique. Après le processus en lui-même de Green Service Design, il n'est pas si différent que ça d'un processus de design de service classique. Simplement, par exemple, ce que j'écris dans mon livre qui est sorti là en début d'année, sur la phase de découverte, donc la phase amont d'un design de service, c'est pas juste une découverte comme ça, qui va pas du tout regarder ces éléments-là qu'on va mettre en place. C'est plutôt vraiment une exploration qui va être systémique, multidimensionnelle, orientée, focalisée sur les enjeux environnementaux, pour, comme je le disais, interroger l'utilité et le besoin vraiment fondamental. D'accord. Mais Après la fameuse phase de définition, oui, ça dis-moi. ça veut dire que, par exemple, en termes de questionnement en phase de découverte ou du X research, en fait, en termes de découverte, quel type de questions ou quel type de questionnaire tu veux être amené à poser? Il y a plusieurs choses en fait. Il y a déjà dans toute la partie un petit peu, recherche amont où on essaye de comprendre, le contexte, alors soit du service s'il existe, soit de l'idée ou la problématique qu'on nous a poussée. Il faut déjà comprendre justement, dans quel type de système tout ça évolue. Et quand je parlais d'actant tout à l'heure, il y a vraiment une question, une des premières questions à se poser, c'est: «OK, la problématique qu'on m'a donnée, l'idée qu'on m'a donnée ou le service existant qu'on m'a donné, dans quoi il vit aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe autour de lui? Quels sont les actants autour de lui? C'est quoi le système complet? Comment ça fonctionne? Où est-ce que ça marche? Où est-ce que ça marche pas?» Et si on le fait avec un regard actantiel et non pas purement humain, on va regarder déjà les choses de manière différente. Par exemple, j'ai accompagné une entrepreneur sur un projet où on s'est retrouvé du coup en faisant cet exercice-là, avec au cœur du modèle la question du coup du sol, des graines, des insectes. Mmh. Tu vois? Alors que si on avait une démarche un peu classique, on aurait eu en gros, pour caricaturer, l'agriculteur, le consommateur, tu vois? Mmh. On aurait regardé les humains et absolument pas des éléments vivants qui sont pourtant, hyper importants. Donc ça, c'est vraiment un premier truc et puis après sur toute la phase de recherche, terrain, on va aussi effectivement, essayer de questionner la sensibilité, des clients actuels ou des futurs clients. Pour comprendre s'ils sont en attente vis-à-vis de ça, jusqu'où on va pouvoir une fois de plus pousser le curseur. Est-ce qu'on va pouvoir leur proposer, quelque chose de très éco-responsable et ils seront prêts à l'acheter? Parce que bon, on reste quand même dans une société où il y a une logique économique derrière. Ou est-ce que, bon, ils sont pas complètement prêts, mais on va peut-être pouvoir leur pousser des options pour petit à petit, aussi participer à leur éveil et à la mise en place de pratiques et de comportements de consommation, différents. Donc il y a pas mal de questions à se poser effectivement dès D'accord, l'amont, ouais. OK. Je te laisse, continuer. Ouais, du coup après, on a la fameuse phase donc de définition, où là on va plus chercher juste, entre guillemets, parce que c'est un énorme travail, hein, mais on va pas chercher à juste identifier un concept de service, qui va être, désirable pour l'humain, faisable d'un point de vue technique et puis viable d'un point de vue économique, hein, notre fameux, triptyque. On va chercher à créer et à définir un concept qui soit éco-responsable. Donc la notion de désir, elle est un peu relative par rapport à ça. On en revient vraiment à la question du besoin fondamental. La faisabilité, c'est une question qui est pas uniquement, de oui, c'est faisable ou pas, c'est oui, c'est faisable et avec pas trop d'impact ou pas, en termes de choix technologiques. Et la viabilité, c'est pareil, la question c'est, ça veut dire quoi du coup de définir un concept de service qui soit certes viable économiquement, je le disais, on est dans un monde où il faut quand même gagner un peu d'argent, mais en même temps qu'il soit dans un modèle plus éthique. Voilà, d'un point de vue social, environnemental, ça veut dire quoi?
Et juste pour revenir sur la désirabilité, il y a une question de désirabilité bien sûr pour l'humain, parce qu'on lui vendra jamais quelque chose qu'il ne désire pas. Mais il y a aussi une question de désirabilité ou de, comment dire, ou de limite à pas franchir, vis-à-vis, de nos écosystèmes. Est-ce que c'est désirable d'avoir un service, de location de vélo, comme je disais tout à l'heure, pour, nos écosystèmes? Oui ou non? Quels impacts ça a? Donc, il y a vraiment une logique d'aller vers une proposition de valeur qui soit pas uniquement pour l'humain, mais qui soit une proposition de valeur aussi pour, l'ensemble du vivant qui nous entoure. D'accord, ok. Après, on a la phase développée, donc sur nos 4 phases, en particulier du double diamant. Donc cette phase-là, et ben, c'est un peu la même logique, hein. C'est pas, on va pas que du coup imaginer des scénarios, des parcours, et puis prototyper, maqueter, prototyper des points de contact physiques et digitaux. On va le faire dans une logique d'éco-conception. Donc même ces scénarios, même ces modèles qu'on va produire, même les maquettes et les protos qu'on va produire doivent être eux-mêmes éco-conçus pour être vraiment vertueux de bout en bout. Et ça veut dire, bah, voilà, hein, c'est un travail d'aller vers des choses plus minimalistes, plus circulaires, plus coopératifs, si possible régénératifs, pardon, comme je le disais tout à l'heure. Et ça passe vraiment par une réflexion assez profonde de ce qu'on est en train de développer et de ce qu'on va passer finalement après en phase ultime, à la partie industrialisation et lancement sur le marché. Et là, on entre du coup sur la phase donc de livraison, quoi, de la phase délivrée, où l'idée, c'est plus simplement de pousser un concept donc et un proto basique, mais de pousser un concept donc éco-responsable et un prototype lui-même non seulement éco-responsable, éco-conçu, mais en plus validé comme étant à la fois, comme je le disais, hein, désirable pour l'humain et pour le vivant. Et c'est ces éléments-là et toutes les recommandations qui vont bien pour l'industrialisation qu'on va pousser sur les étapes suivantes, et ça peut intégrer des recos sur le choix des technologies à faire, justement, quand on passe d'un proto à une version finale, ben voilà, sur quelle techno il faut rester ou pas. Ça peut être une question aussi de choix des fournisseurs. On peut dire, bah, pour faire ce service-là, on va avoir besoin du coup d'un partenaire. Bah, nous, on recommande d'aller vers un partenaire qui va être certifié, qui va être labellisé. Ça peut être numérique responsable, ça peut être autre chose, pour s'assurer que là aussi, on aura une logique de bout en bout qui sera éco-responsable et qu'on n'aura pas un gap entre tous les efforts qu'on aura fait en conception pour faire quelque chose le plus vertueux possible, et puis ce qui va se passer après en industrialisation, où parfois en tant que designer, on n'a plus la main. Ça passe à des équipes qui industrialisent, et quand c'est le cas, on peut vite perdre, perdre l'essence même du projet et repartir un peu dans des travers si l'équipe qui s'occupe de l'industrialisation, elle n'est pas formée à tout ça et qu'elle prend des décisions qui vont à l'encontre de nos recommandations. Donc on a un vrai rôle clé à jouer en tant que designer sur la partie pratico-pratique, enfin pragmatique des projets, comment on les fait, comment on les réfléchit, etc. Mais on a aussi un rôle à jouer dans la montée en maturité globale des organisations. On le fait depuis des années sur le design pour essayer de faire monter en maturité les organisations sur le design pour aller de plus en plus vers un design plus intégré à la stratégie. Et ben on va avoir un peu le même rôle pour moi sur aussi la partie environnementale, pour que les deux se rejoignent et qu'on ait des projets du coup après et des équipes qui soient entièrement orientées là-dessus. Et ça peut aller loin en fait, hein, parce que ça peut être vraiment aller jusqu'à renoncer à certaines choses. Il est possible, et ça va être le cas je pense de plus en plus, qu'on soit amené à dire à nos directeurs ou à nos clients, bah là, cette activité-là, ce partenaire-là, ou voire même ce client-là, il va falloir y renoncer. Ça peut être un truc assez difficile comme message à faire passer, mais pourtant on va avoir aussi quelque part, je pense, cette responsabilité-là. D'accord. C'est difficile, j'imagine, pour une société de dire bah, ce partenaire, on peut plus travailler avec lui malgré qu'on lui a laissé plusieurs mois pour changer, on lui a laissé des recommandations, etc. Mais là aujourd'hui, il a la tête dans le trou et il veut rien faire et on peut plus travailler avec lui, quoi. J'imagine Ouais. que c'est compliqué, quoi, pour une société. Et, Ouais, c'est super compliqué et à plusieurs égards, en fait. Alors, il y a déjà les petites structures où souvent, en fait, les partenaires, il y a une question de relation humaine qui est hyper forte. bien sûr, ouais. Et dire à quelqu'un avec qui on travaille depuis 5 ans, 10 ans: «Bah, écoute, moi, je peux plus, parce que c'est pas dans mes valeurs et que je veux être cohérent», et donc voilà, c'est hyper compliqué. Après, sur des structures plus grosses où il y a moins cette relation, purement humaine et émotionnelle, il y a quand même la question de, OK, si on dit à ce partenaire qu'on travaille plus avec eux, derrière, il y a des emplois. Mmh, mmh. Donc forcément, ça pose pas mal de questions, et en même temps, c'est pour ça qu'il y a un vrai intérêt à pas,
couper les ponts tout de suite et à plutôt être dans une logique de, bah, allez, on s'y met tous ensemble, en fait et du coup, on va aller vers, l'idée de faire bouger les chaînes de valeur dans leur ensemble et pas uniquement un de ces acteurs. Si un seul acteur de la chaîne de valeur bouge, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que tout l'ensemble se mette en mouvement pour que ça fonctionne. Ah ouais, je pense, oui, oui. Et puis, comme tu parlais tout à l'heure de la TPE bretonne, je pense que effectivement, c'est une valeur du dirigeant, mais pas seulement. Je pense qu'il a embarqué tout le monde Ouais. il a embarqué tout le monde dans de ses équipes pour aller vers une démarche plus vertueuse. Sinon, ça peut pas fonctionner, c'est évident. Ouais, c'est ça, exactement et c'est vrai sur des petites structures comme sur des grosses. On parlait de Decathlon tout à l'heure. Mm. Decathlon, voilà, quand de tout en haut, tout en haut, tout en haut est tombée, la nouvelle stratégie, entièrement orientée, éco-responsabilité, mais derrière c'est pas juste une décision qui tombe, en fait. C'est une vraie logique d'accompagner aussi les gens, les collaborateurs, les former, leur faire comprendre les enjeux, les former, les emmener aussi potentiellement dans certaines activités. Je pense en particulier à certains industriels. C'est aussi du coup, peut-être changer des métiers. Mm, mm, mm. Donc former les gens à ne plus faire ce qu'ils faisaient en tant qu'opérateurs, techniciens de maintenance et cetera, pour aller vers des métiers, peut-être un peu différents, mais qui vont être plus pérennes. Absolument. Ouais. Et est-ce que aujourd'hui tu travailles avec des administrations, que ça soit au niveau local de ta région ou national? Ouais, c'est le cas, au niveau local, essentiellement, et c'est hyper intéressant parce que les collectivités, aussi ont beaucoup de questionnements, là-dessus et des grosses problématiques et elles sont pas toutes au même niveau de maturité, là aussi, sur ces questions-là. Pour autant, c'est un peu comme Decathlon, elles ont eu une décision qui est tombée de tout en haut, Mm. qui a dit: «Attention les collectivités, à partir de maintenant, il va falloir faire gaffe aux impacts environnementaux et donc on va vous demander de travailler de plus en plus là-dessus et d'avoir un vrai plan, une vraie stratégie et un vrai plan d'action, sur ces éléments-là». Donc du coup, les collectivités en viennent à se poser des questions et à faire un peu, comme elles peuvent, quoi, parce qu'elles ont pas forcément les compétences et les outils pour, affronter ce genre de choses. Et donc oui, on a des collectivités, alors il y en a pas mal là, du coup, qui sont passées, sous le crible, j'allais dire, de la fresque du climat, par exemple, Mm, mm. qui déjà a permis, moi j'ai fait des fresques du climat auprès d'élus et auprès d'agents municipaux. Déjà, ça permet de mettre un peu tout le monde au même niveau de compréhension des enjeux. C'est ce qui est déjà, énorme en fait, hein. Faut comprendre déjà, l'impact que ça a. Et puis, l'étape d'après, effectivement, c'est de travailler avec eux sur cette fameuse stratégie pour la collectivité, de regarder ce qui a déjà été fait, parce que souvent il y a des choses qui ont déjà été faites en termes de mobilité, en termes de, restauration scolaire, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus dans plein de villes et dans plein de métropoles. Donc regarder ce qui a été fait et puis, voilà, lancer aussi des process quelque part, d'idéation, pour que les élus, les agents et les citoyens, ensemble, de manière collaborative, puissent se projeter, dans un avenir, proche, en se disant: «Bah, nous, on voudrait que demain, la ville, elle soit comme ça», et du coup, derrière, générer un plan d'action qui va bien en regardant, évidemment les priorités de la collectivité, mais aussi, du coup, les impacts et en favorisant, plutôt les actions qui vont avoir, un impact positif, rapidement. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu as plus de demandes, que ça soit pour je sais pas, pour des séminaires, des colloques ou des formations, on en parlera après, Mmh. des demandes d'intervention de la part d'entreprises privées ou d'administrations? Alors pour le moment, c'est plutôt des entreprises, ouais, effectivement, des entreprises privées. C'est aussi une question de positionnement. Je pense que j'ai pas spécialement beaucoup poussé la partie, publique, jusqu'à présent, et c'est venu, un peu spontanément, en fait, localement, dans des discussions, et cetera. Mais voilà, il y a énormément de travail, sur les 2 pans, quoi, vraiment. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Donc maintenant, nous arrivons à la troisième partie. On va parler des formations, de BIOU, de ton entreprise, de ta structure, et puis également de ton livre. Et la première question, c'est euh, si l'un ou l'une des designers qui nous écoutent aujourd'hui, qui veut se former au Green Service Design, pardon, est-ce qu'il existe des formations? Ouais, tout à fait. Alors, déjà, avant de parler de Green Service Design, il faut savoir qu'il existe vraiment une tonne de ressources sur l'éco-conception de produits. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses accessibles aujourd'hui et on a aussi, comme on le disait tout à l'heure, une communauté hyper active en France sur tout ce qui est éco-conception web et numérique.
Donc sur ces éléments-là, il y a des ressources, il y a des guides hyper bien faits, y compris des guides comme le RGESN, donc le référentiel général d'éco-conception des services numériques, qui est tout récent et qui du coup devient la Bible en matière d'éco-conception numérique. Et du coup, voilà, c'est tant mieux parce que quand on va vouloir éco-concevoir un service, on va avoir besoin de faire appel à ces ressources quand on va identifier à l'intérieur du service un produit ou un élément numérique. Donc c'est super qu'on ait déjà toutes ces ressources-là. Après, sur du coup cette logique d'éco-conception des services dans leur ensemble, il y a encore très peu de choses. En France, j'ai été pionnière du coup sur ces questions-là et on va y revenir, mais j'ai écrit un livre pour aider du coup à mieux comprendre ce qu'est un service en tant que système complexe, les apports, les limites des démarches actuelles et puis comment on va pouvoir du coup faire évoluer les choses. Et la démarche que je présente dans ce livre-là, en fait, moi, je continue aussi à l'expérimenter et à la faire évoluer tous les jours. Donc du coup, je fais des formations effectivement régulièrement. Donc ça va de la simple un petit peu sensibilisation aux impacts des services jusqu'à des formations action où là, on va aller à la mise en action clairement d'une partie de la démarche, de toute ou partie même de la démarche Green Service Design. Et ça concerne autant du coup des designers qui voudraient se former à ça et l'appliquer par la suite dans leur projet et puis le diffuser aussi à leur tour, que des dirigeants, comme on le disait tout à l'heure, des responsables stratégie, RSE, innovation, etc., qui n'ont pas les compétences design, mais qui voudraient comprendre ces enjeux et aligner leur stratégie, embarquer leurs équipes dans cette dynamique du coup d'éco-conception de services. Donc c'est des formations à différents niveaux et en fonction des profils que j'ai en face de moi. L'idée étant effectivement de normaliser entre guillemets le recours à ce genre de démarche. D'accord, ok. J'étais en train de regarder le RGESN, donc le référentiel général d'éco-conception de services numériques. La dernière mise à jour date du 28 novembre 2022, donc c'est quand même assez récent. Vous tapez RGESN dans votre navigateur et vous tomberez sur le lien officiel du gouvernement. Ouais, exactement. Donc c'est vrai, voilà, voilà, on parle de stratégie, spécification. Ah, il y a un chapitre UX/UI aussi. Donc voilà. Exactement. Donc voilà, vous pourrez. Il y a plein de lectures certainement très intéressantes. J'aimerais savoir si toi aujourd'hui tu interviens dans des écoles de design. Oui aussi. Du coup, j'interviens alors dans des écoles telles que les Gobelins, par exemple, sur la certification UX Design et puis dans d'autres écoles type Web School Factory qui forment des profils un peu différents. D'accord. Aujourd'hui, en gros, les écoles de design et pas que, parce qu'on peut aussi parler des écoles d'ingé, etc. Elles forment assez peu à cette notion d'éco-responsabilité. Les écoles de design, elles sont pas encore beaucoup ou de manière partielle, on va dire, sur le design éco-responsable, design circulaire, design soutenable, peu importe la chapelle qu'on emprunte, l'idée est quand même au fond un peu la même. Mais voilà, mais en particulier du coup pour les services. Une fois de plus, les formations UX et service design. Alors déjà, service design en France, c'est pas évident de trouver une formation. Mais voilà, on n'est pas encore au stade d'une proposition d'un programme complet entièrement orienté là-dessus. C'est plutôt aujourd'hui des écoles qui vont proposer des sensibilisations à leurs étudiants ou à des professionnels en reconversion vers le design, par exemple. Donc ça peut être un module spécifique, ça peut être des éléments comme ça un petit peu ponctuels, mais le reste de la formation reste une formation au design tout à fait classique. Et pourtant, il y a une vraie conscience chez ces écoles des enjeux et de l'urgence à faire quelque chose. Donc, je rappelle juste que l'urgence, c'est un petit peu de maintenir l'habitabilité de la Terre. Donc, c'est pas rien. Voilà, c'est quand même pas un petit objectif. Mais voilà, il y a un vrai tournant radical à avoir de la part de ces écoles et des formations en général, même au-delà des écoles un peu officielles. Et ça, dans toutes les branches. Voilà, il faut que le produit, bien sûr, que les ingés et les designers produits soient formés. Il faut que, bien sûr, les UX designers, les développeurs, les graphistes soient formés. Mais il faut aussi qu'on ait des designers au niveau stratégie et services qui soient formés à ces éléments-là. D'accord. Et est-ce que tu penses que toi, est-ce que tu serais intéressé pour participer soit à la création d'un programme ou pour être référente d'un programme de Green Service Design
ou de proposer un module de Green Service Design dans une formation? Ouais, tout à fait. J'en ai déjà discuté avec certains responsables d'école, pour tout te dire, qui ont bien pris conscience, de ces enjeux et de la nécessité de former leurs futurs designers à prendre en compte tout ça dès le départ. Je pense qu'aujourd'hui, c'est «facile» entre guillemets d'intégrer, un module, mais c'est beaucoup plus difficile pour eux de considérer une modification assez profonde, de leur programme. Mais puis aussi de trouver des intervenants, en fait, parce que ça vient un peu aussi challenger leurs intervenants actuels qui sont pas forcément formés à ça, qui délivrent des cours, qui sont très bons, hein, mais qui sont, voilà, une fois de plus dans la veine un peu classique, du design. Et ça, il y a une question, derrière de modif de programme, d'identification et de formation d'intervenants et d'expérience suffisante de ces intervenants pour apporter des choses intéressantes aussi, aux étudiants et aux apprenants. Parce qu'on n'apprend jamais mieux le design que par l'exemple et que par l'expérimentation. Donc, ça, c'est un point, qui est, hyper important. Mais voilà, on est en 2023, on a quand même plus de 35 ans de recul sur les études scientifiques qui nous disent, «Attention, attention, attention». Ah ouais. On le sait, ça commence même à beaucoup se savoir un peu partout dans la société, ce qui est très bien. Donc, j'espère sincèrement que, l'ensemble de ces écoles et de ces formations vont, prendre ce virage de manière assez importante et assez rapide parce qu'on ne peut plus aujourd'hui, pour moi, former des designers en les formant de manière, classique à, faire des services, qui font, des feux d'artifice, à, faire des interfaces web alors qu'il y en a peut-être pas besoin. Voilà, ça pose vraiment, beaucoup, beaucoup, de questions et puis de manière un peu plus, toute bête et pratico-pratique, les entreprises vont chercher à recruter ce genre de profil. Ça, c'est un point important aussi, c'est les entreprises, elles sont en train de prendre ce virage-là. Donc quand elles vont chercher à recruter des ingés, des designers, des graphistes et cetera, elles vont chercher des compétences petit à petit qui vont être pleinement intégrées à ces questions environnementales. Parce qu'elles vont faire face par ailleurs, à la pénurie de matières premières, au coût de l'énergie qui ne cesse d'augmenter, à la concurrence qui s'y met et donc: «Ah bah, si lui le fait, je vais devoir le faire aussi». Et puis, à la défiance quelque part de leurs, clients et utilisateurs qui vont petit à petit aussi, être de plus en plus concernés et être plus, sélectifs sur les services qu'ils vont utiliser. Et puis il y a la question des salariés aussi tout simplement, les entreprises, ont de plus en plus des salariés qui sont en perte de sens, et qui sont prêts, comme moi, hein, à démissionner de leur entreprise, pour donner du sens à leur job et faire les choses bien. Donc tout ça va forcément pousser les entreprises à y aller de plus en plus, que ce soit par conviction ou par, obligation, on va y aller et donc on va être en recherche de compétences. Donc si les écoles ne forment pas, ces nouvelles compétences, on va avoir un problème en fait, d'adéquation entre guillemets «l'offre et la demande», pour ce genre de métier, quoi. Mmh. Mais Et ça concerne pas que les designers, hein, ça c'est un point, ouais, un ouais, tout point tout important. tout à fait, ouais et même, je veux dire, je prends une équipe de développeurs, voilà, faut peut-être, se poser aussi la question, comment on développe, avec, quelle application? Est-ce que cette Ouais, application est vertueuse ou pas? tout à Il fait. y a il y a tellement de choses. Est-ce que, nos 50 serveurs qui sont derrière dans la pièce d'à côté sont nécessaires? C'est ça, Voilà. Est-ce qu'on peut faire autrement ouais. et comment on peut le faire? Est-ce que, on peut choisir, je sais pas, une société de serveurs qui est vertueuse. Voilà, je sais pas, Ouais, il y a quand même plein de questions à se poser. Et effectivement, je pense que il y a aussi des questions à se poser, mais effectivement, je pense que c'est une dimension supplémentaire qui doit être intégrée dans des formations parce que les designers d'aujourd'hui peuvent pas non plus, bien sûr qu'ils peuvent ajouter une couche, mais tout savoir sur tout, c'est difficile. exactement. Donc, Ouais, tout à fait. Mmh. je pense que c'est intéressant de former des designers qui soit se reconvertissent ou soit des nouveaux designers qui intègrent vraiment toutes ces données, toutes ces valeurs, quoi. Ouais, tout à fait et puis tu as tout à fait raison de le dire, on n'est pas censé tout savoir, quoi. Mmh, 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 Ça, c'est un point important, on n'a pas à être des experts du climat, mmh. on n'a pas à être des experts de la biodiversité, tu vois? Par contre, on a la capacité, en plus en tant que designer, on a l'habitude et on a cette capacité à aller chercher les autres compétences et à collaborer avec ces autres compétences et à faciliter le rassemblement de compétences et l'intelligence collective qui en ressort. Ça, c'est un vrai point fort et du coup,
moi, ce que je mets vraiment aussi en avant et que je prône beaucoup, c'est cette collaborativité et c'est de dire: «Nous, designers éco-responsables, il faut qu'on travaille avec des ingés éco-responsables, avec des graphistes éco-responsables, avec des développeurs éco-responsables». Tu vois? Pour qu'en fait toute la chaîne de compétences aussi, bout en bout, soit la meilleure possible entre guillemets, quoi. Et il y a un point aussi qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est et ça me fait penser du coup à toutes les équipes, agiles, qui bossent en agile. Parce qu'effectivement, c'est dans une équipe agile, tu as un designer qui est sensible à ça, qui même s'il a pas été formé, comme nous tous aujourd'hui, il va aller faire des recherches, il va lire des bouquins, il va assister à des conférences, enfin il va se nourrir. Et il va retourner dans son équipe agile en disant: les gars, faut absolument qu'on éco-conçoive notre service». Mais les autres, eux, auront pas forcément cette sensibilité et cette formation-là. Et du coup, il va se retrouver un peu tout seul à essayer de pousser du coup à un design plus sobre, des parcours minimalistes, à réfléchir à un modèle économique qui va bien, mais tout le reste de l'équipe, y compris d'ailleurs, en dehors de l'équipe, les dirigeants à qui il va falloir faire avaler la pilule, sera pas aligné. Donc en fait, ça ne peut marcher que si à terme, le à terme dans ma bouche étant le plus tôt possible, l'ensemble de ces équipes-là, se sont, Soit ouais, exactement. sensibilisé, Ouais. soit Ouais, tout à sensibilisé, fait. ouais, bien sûr. Ouais. D'accord. Bah justement, ça tombe bien parce que ça rebondit un peu sur la question suivante. Est-ce que tu formes des salariés ou des teams design au sein des entreprises? Ouais, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de les aider à monter en compétence sur ces aspects-là et à réussir à collaborer, sur ces éléments. Mais c'est pas uniquement ça du coup, Biwo, Biwo donc je le disais, c'est, le premier organisme sur le design de services éco-responsables ou éco-conception de services, on peut le dire comme on veut. L'idée, c'est qu'on sensibilise et on forme, à ces questions-là, à cette démarche-là. On accompagne, des entrepreneurs, des entreprises, des collectivités, comme on le disait tout à l'heure. Donc ça, c'est un point, important et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé autour de moi et autour de Bio un collectif, d'indépendants et d'experts, puisqu'on parlait justement de partage d'expertise, qui du coup ont les mêmes valeurs que moi, donnent le même sens en fait à leur travail et avec lesquels on est complémentaires. Donc, je parlais d'ingénieurs éco-conception, de graphistes éco-responsables, de développeurs, et cetera. Typiquement, dans le collectif de Bio, il y a toutes ces compétences-là. Ce qui me permet, en arrivant, que ce soit sur effectivement une formation à des teams design ou non design ou à de l'accompagnement, d'arriver aussi avec ces compétences complémentaires en disant si vous voulez aller jusque-là, si vous voulez être aussi cohérent de bout en bout sur le service que vous êtes en train de créer ou de reconcevoir, moi j'ai une graphiste, moi j'ai un développeur, j'ai plein de compétences autour de moi, y compris des UX, qui vont être en capacité d'aller au bout en fait et du coup on peut monter une team complète capable d'intervenir sur tout type de projet. D'accord. Ok. Et tu peux nous donner un exemple quand tu dis vous êtes un pôle de freelance. Vous êtes combien alors finalement aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui, tout confondu, toutes compétences confondues, il y a une quinzaine de personnes. Ah d'accord, quand même, ouais. Et après, moi, en fonction des projets qui arrivent vers Bio, je sollicite les compétences qui sont nécessaires. Parce que parfois, il y a des projets qui sont plus d'ordre de la réflexion stratégique, d'autres qui sont déjà un petit peu plus loin et plus dans la question d'une refonte d'un point de contact digital spécifique, auquel cas ça va être d'autres compétences, dont on va avoir besoin. Mais après, c'est intéressant de voir comment on peut travailler justement sur, l'ensemble de l'offre de services et puis quand il y a un besoin, pour une identité graphique, par exemple, ou pour, l'UI, du site qui va être sous-jacent au service, de pouvoir faire appel à des compétences qui vont bien. Et pareil pour la partie développement, tu le disais tout à l'heure, effectivement, ça pose des questions sur les technos qu'on utilise, sur les serveurs, sur tout un tas de choses. Et donc faire appel à des gens qui ont déjà cette connaissance-là, ça permet aussi d'accélérer les choses évidemment, et d'avoir des projets qui vont être vraiment, comme je le disais, cohérents, de bout en bout. D'accord, ok. Et avec Biwo, tu interviens sur toute la France? Oui, oui. D'accord. Ouais, en fait, il y a des pôles assez intéressants, en France. Il se passe beaucoup de choses, alors bon, à Paris, bien sûr, mais par réflexe, j'allais dire des entreprises d'aller vers ce qui est un peu, à l'ordre du jour, on va dire. Il y a des pôles intéressants du côté de Lyon, Saint-Étienne, par là. Il y a un pôle intéressant en Occitanie aussi, où il se passe pas mal de choses en Occitanie. Il se passe des choses aussi en Bretagne, où il y a pas mal de dynamique. Donc on voit quand même, tu vois, des zones un peu émergées, qui sont, dynamiques et un peu, parfois en avance sur ces questions-là par rapport aux autres, quoi. D'accord, ok.
Donc, pour intéresser encore plus de monde, je crois que tu as écrit un livre sur le Green Service Design. Et est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît? Ouais, 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 avec plaisir. Bah oui, alors donc Green Service Design, c'est le premier livre qui est dédié à l'éco-conception de services. Il est sorti début 2023. Il a été édité par le pôle éco-conception, qui est un partenaire de Biwo. Donc je suis super contente maintenant de pouvoir le diffuser. C'est le résultat de longs mois de travail. Et c'était très chouette parce que le pôle éco-conception, en tant qu'éditeur, m'a vraiment donné carte blanche pour le rédiger. Et aussi, ils m'ont fait confiance pour la partie éco-conception du livre en lui-même. Parce que là aussi, tu vois, je voulais être cohérente de bout en bout. Le livre parle d'éco-conception, donc je me voyais pas sortir un livre qui lui-même, en tant qu'objet, n'avait pas été pensé comme ça. Ouais, avec une Euh, couverture en plastique, par exemple. ouais, voilà, tu vois des couleurs partout. Enfin, bon, c'est voilà. Et moi, pour le coup, j'avais pas la compétence là-dessus. Donc, j'ai fait appel justement à l'une des graphistes éco-responsables du collectif de Biwo, qui s'appelle Lucille Quérault. Et je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Et en fait, elle a complètement, entièrement éco-conçu le livre. Donc, ça a été du choix des typos, le choix de la bichromie au niveau des couleurs. Ça a été jusqu'au choix, évidemment, de l'encre, du type d'encre, du papier, le choix de l'imprimeur. Donc, on est allé très loin pour avoir le livre le plus éco-conçu possible. Et voilà. Et donc, c'était un travail aussi super intéressant de pouvoir vraiment pousser le truc jusqu'au bout. Après, le livre en lui-même, en gros, il pose d'abord en premier lieu ce que c'est que la notion de service. Je tenais absolument à faire tout un chapitre là-dessus, parce qu'en fait, tout le monde parle de service, mais personne ne parle de la même chose. Donc, ça me semblait important de démarrer un livre qui parle de service en disant c'est quoi un service. Tout à Ça fait, me ouais. semblait assez important. Donc, je reviens justement sur toute la vision systémique du service, les démarches existantes. Sur ces démarches-là, j'en présente les avantages, les limites. Je critique pas mal le côté anthropocentré actuel du design. Et j'insiste du coup sur une démarche plus systémique, plus actentielle, comme je disais, en utilisant du coup des exemples un petit peu en fil rouge. La dernière partie du livre, du coup, est vraiment dédiée à la présentation d'une démarche Green Service Design, avec les étapes dont on a parlé tout à l'heure dans ta question précédente. Et puis quelques outils clés qui sont mis en avant et que je propose du coup pour essayer de faire avancer un petit peu les choses. Et puis 2 cas d'usage à la fin qui sont partiels, mais qui permettent du coup de poser certains éléments de la démarche et de faire la démonstration de leur utilité. Après, c'est vraiment un livre qui est voué à évoluer, parce que la démarche va évoluer en elle-même au fil des expérimentations, au fil des rencontres aussi que je peux faire. J'ai reçu beaucoup de retours positifs, donc ça, c'est très cool et ça fait plaisir après autant de travail. Et puis, j'ai plusieurs projets là qui sont en cours et qui vont permettre aussi d'alimenter la réflexion et des échanges avec les membres du collectif qui permettent aussi d'alimenter la réflexion. Donc, on va vraiment poursuivre dans ce sens-là pour à la fois pour diffuser auprès des designers, parce que c'est un livre avant tout qui est dédié aux designers et aux ingé éco-conception, pour leur dire en gros, voilà une ressource qui va vous permettre de parler de la même chose, de vous comprendre et de bosser ensemble. Et puis c'est un livre qui est suffisamment aussi générique, on va dire, pour s'adresser aussi, comme on le disait tout à l'heure, à des responsables innovation, RSE, etc., stratégie, pour juste se poser la question et s'ouvrir les chakras sur ah bah oui, on fait des services, peut-être falloir qu'on aille regarder un petit peu quels sont leurs impacts. D'accord, ok. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver et comment l'acheter, alors, ce livre, alors? Alors, on peut le trouver auprès de l'éditeur directement. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, donc j'ai créé un site qui s'appelle tout simplement greenservicedesign.fr. Et sur ce site-là, je présente le livre en lui-même, bien évidemment. Je présente aussi les 3 copréfaceurs qui ont accepté de participer et de rédiger des préfaces sur le livre. Donc, je suis hyper contente parce que je voulais absolument avoir 3 regards différents sur le livre à mettre en préface. Donc, un regard très service design et c'est Birgit Meiger du Service Design Network qui a accepté de participer à cette préface. Un service très numérique responsable et c'est Frédéric Bordage qui a accepté de participer. Et puis un regard très éco-conception produit classique qui est porté par Christian Brodag, qui est le président du pôle éco-conception. Donc voilà, j'ai trouvé ça important aussi sur le site de greenservicedesign.fr de pouvoir présenter ces 3 regards-là.
parce que ça montre aussi justement un petit peu différents angles apportés et la compréhension de ces différentes démarches sur l'importance d'avoir une démarche sur les services qui soit plus macro et plus complète. Et puis pour l'acheter, il y a un lien en direct du coup sur greenservicedesign.fr qui ramène sur le lien de l'éditeur pour pouvoir acheter le livre. D'accord, ok. Je vous mettrai bien. Et puis vous pouvez me contacter, tout simplement. Voilà, voilà, exactement. Et je mettrai effectivement le lien du site pour acheter le livre également. Vous pourrez aller voir et puis circuler un petit peu dans le site qu'a conçu Florie pour un petit peu voir quels sont les site éco-conçu. Voilà, site éco-conçu, voilà exactement, et voir un petit peu ce qu'elle propose, quelles sont les prestations. Également voir, je crois que t'écris pas mal aussi dans la partie publication, c'est ça? Ouais, tout à fait. J'ai une espèce de blog, je sais pas trop comment l'appeler, une page active, D'accord. dans laquelle je partage en fait. Alors il y a des articles de fond, du coup, sur des morceaux de démarche ou des outils. Et puis il y a pas mal d'interviews aussi. D'interviews d'experts justement dans leur chacun dans leur domaine et qui sont des domaines connexes au design de service éco-responsable. Voilà, il y a plein de choses, faut aller gratter et puis il y a plein d'infos sympas. D'accord, ok. Alors maintenant nous arrivons dans la dernière partie qui est donc la conclusion. Et je voudrais un petit peu que savoir par rapport au titre qu'on a posé pour cet épisode. Alors, est-ce que l'on peut vraiment être tous responsables avec le Green Service Design? Alors, est-ce qu'on peut? Oui, mais il y a une question qui est: est-ce qu'on veut? Ça, c'est autre chose. Ah. Le fait de pouvoir, oui, c'est pas compliqué en fait, quand on fait du design, de switcher vers du design responsable. Il y a pas de difficulté majeure en fait à aller vers ça. Par contre, il y a une question pour moi qui est plus importante, qui est la question de la volonté et du fait d'être prêt à le faire ou pas. Je peux comprendre totalement que certains parmi aussi les auditeurs et les auditrices de Design Plus se disent: «Bon, ça va, ils nous embêtent avec leurs bons sentiments, leur urgence climatique, on en entend parler maintenant à la télé et à la radio tous les jours, ça va quoi». Je pense que c'est surtout important de prendre du recul par rapport à tout ça. De se demander pourquoi on en parle de plus en plus, même si on n'est pas sensible à la base. Juste se poser la question: pourquoi on en parle de plus en plus? Pourquoi on parle d'une urgence? Qu'est-ce qui se passe? Et pour ça, il y a déjà tout un tas d'outils et de ressources pour se renseigner, se sensibiliser. Il y a des articles en ligne, il y a des podcasts qui en parlent. Il y a les fresques du climat, fresques de la biodiversité, fresques des frontières planétaires, fresques de l'eau, enfin, il y en a plein. À commencer bien sûr par la fresque du climat qui pour moi est vraiment la première à faire quand on arrive sur ce genre de sujet. Donc après, une fois qu'on a tout ça entre les mains, c'est un peu charge à chacun de faire ses choix et de décider ou pas de passer à l'action, de changer de pratique, de se poser des questions. Et là, c'est une vraie question de valeur en fait personnelle presque et de priorité personnelle aussi et de sens qu'on a envie de donner à nos vies pro et perso. Donc ça, c'est un premier point pour ceux qui voilà seraient un peu dubitatifs ou voilà un peu en recul par rapport à ça. Et puis après, pour finir, il y a un message que je tiens aussi à faire passer et j'en profite d'être avec toi pour pouvoir le faire passer. C'est que souvent ceux qui sont déjà ceux et celles qui sont déjà très sensibles à ces questions-là, voire déjà carrément acteurs, en fait s'oublient un peu. Donc mon conseil pour ces personnes-là, c'est de prendre soin d'elles. Ça peut paraître bête, mais en fait, des méthodes, des outils pour faire mieux, il y en a beaucoup. Green Service Design en fait partie, mais il y en a beaucoup. Donc c'est pas vraiment un problème en fait quand on veut passer à l'action de trouver. Quand on cherche, on trouve. Par contre en fait, on peut avoir tendance à un peu s'oublier et à rester seul face à tout ça. Il y a des phases d'éco-anxiété qui peuvent être assez importantes. On peut ne pas avoir, le bon réseau, le bon entourage aussi pour pouvoir en parler et pour pouvoir avancer dans ses propres pratiques. Donc là, vraiment le conseil que je donnerais, c'est prenez soin de vous, informez-vous et surtout
entourez-vous. Ok, bon c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup Florie d'être passée dans Design Plus. Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin? Écoute, je te remercie surtout. C'était une super occasion d'en parler et puis une super belle expérience à vivre avec toi, tant sur la préparation qu'aujourd'hui. Donc merci et puis à très bientôt. Et bien sûr, merci à Florie d'être venue dans Design Plus pour échanger sur le Green Service Design. Si tu désires en savoir plus, je te propose de la contacter via son site web ou bien sur LinkedIn. Dans la description, tu trouveras bien évidemment toutes les références qui ont été citées durant l'épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de le partager autour de toi sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Et je te propose de noter le podcast et d'écrire un commentaire sympa sur ta plateforme d'écoute pour le rendre encore plus visible. Et pour continuer à écouter le podcast, recevoir les notifications des nouveaux épisodes de cette saison 10, alors n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. Aujourd'hui, vous êtes plus de 4000 à suivre Design Plus, alors merci. À bientôt, salut!